Bonjour et bienvenue dans l'histoire de la ville de Morlaix, autrement appelée cité du Viaduc. Alors, entre le 4e et 3e millénaire avant Jésus-Christ, donc pendant la proto-histoire, les hommes construisirent des cairns comme celui de Bernenest au nord de Morlaix, que vous voyez normalement actuellement à l'écran. Pendant l'Antiquité, Morlaix, qui faisait partie à l'époque gauloise du territoire des Ossismes, fut à l'origine un oppidum transformé ensuite en castrum romain, situé sur la colline du Parc-aux-Ducs, qui domine la baie du Docène et est situé au sud-ouest du centre de la ville actuelle, dans la partie ouest de la presqu'île de confluence formée par le Jarlot et le Quefleu. La ville, à l'époque, un village fortifié sous le bas empire romain, s'est développé initialement au pied de cet oppidum, au niveau du premier gué permettant de traverser le Quefleu en remontant depuis la baie. Dans un site doc de fond d'estuaire, un passage obligé comme l'atteste le croisement en ce point de 6 voies romaines venant de Landerneau, de Vorganium, l'actuel Kérilien en Pléventaire, Saint-Paul de Léon, Lannion, Fanum Martis, l'actuelle ville de Corseul, et Vorgium, l'actuelle ville de Carré-Plouguer. Pendant le Moyen-Âge, c'est vers l'an 1000 qu'un seigneur du Lion vient construire un château sur le site actuel de Morlaix, entre les rivières du Quefleu et du Jarlot. Là, dans la presqu'île de confluence, naît un village à l'abri de la forteresse, vivant principalement des activités liées à la pêche. Dès le XIe siècle, des moines venus de 3 abbayes, celles de Saint-Mathieu de Finiterre, de Sainte-Madeleine de Rennes et de l'abbaye de Marmoutier, fondent les premiers établissements religieux de la ville, des prieurés qui ont donné naissance aux 3 faubourgs respectifs de Saint-Mathieu. Situé au sud-est, sur le territoire actuel de Plorin, de Saint-Mylène au nord-est, alors sur le territoire de Ploujean et Saint-Martin, à l'ouest, alors sur le territoire de Pleyber-Christ. La ville devient très convoitée entre les seigneurs du Léon et les ducs de Bretagne. C'est en 1179 que le duc de Bretagne Geoffroy prononce le rattachement de Morlaix au domaine ducal. Le vicomte du Lion Guillaumard provoque un soulèvement dans la ville et la récupère 7 ans plus tard, en 1186. L'année suivante, Henri de Plantagenet met le siège dans la ville et s'en empare. Le duc Jean Ier le Roux met fin à ces querelles en attribuant une rente annuelle de 80 livres à Hervé IV de Lyon. La ville connaît alors un premier essor économique au XIIIe siècle, marqué notamment par la construction du couvent des Dominicains en 1236 et la fondation par le duc Jean II de la collégiale Notre-Dame-du-Mur le 12 août 1295 pour servir de chapelle au château. Le duc Jean Ier le Roux a racheté la ville. La ville alors fortifiée, mais les murailles étaient de modeste importance. La défense de la ville repose essentiellement sur les 2 cours d'eau qui l'enserraient et servaient de douve naturelle. On possède 5 portes d'accès. Les portes de Notre-Dame au nord, de l'Hospital au nord-est, de la prison au sud-est, de Saint-Mathieu au sud et de Bourré à l'ouest. Intramuros, la ville principale est un axe orienté du nord-ouest au sud-est, allant de la porte Notre-Dame à la porte Saint-Mathieu, dite alors la rue des Nobles, qui est l'actuelle rue du Mur. La seconde rue importante lui étant perpendiculaire, allant de la porte de l'Hospital à la porte du Bourré, rue du Pavé, actuelle rue Carnot. Une chute d'eau aménagée à la jonction des 2 cours d'eau alimentait les moulins du duc. Morlaix, au XIIe siècle, est déjà une ville toilière. La confrérie de la Sainte Trinité, qui regroupe les tisserands et marchands toiliers de la ville, est fondée en 1110 dans l'église Saint-Mathieu, elle est transférée en 1295 dans l'église Notre-Dame-du-Mur, construite cette année-là, et jouissait des droits de préséance, indiquant la place prépondérante qu'elle détenait dans la ville. La Vierge ouvrante de Notre-Dame-du-Mur fut commandée par cette puissante et riche confrérie au tout début du XVe siècle, qui disposait aussi dans cette église de la chapelle de la Trinité, ornée d'un vitrail comportant leur marque et un signe. Pendant la guerre de succession en Bretagne en 1342, s'y déroule la bataille de Morlaix,
entre troupes françaises et anglaises. À la Renaissance, alors que la duchesse Anne vient d'accéder à la couronne ducale, elle se voit isolée dans sa propre cour qui, en sa grande majorité, ne lui accorde pas du tout sa confiance. Contrairement aux dispositions du traité de Vergers signé en août 1488 par son père Louis XI et le duc de Bretagne François II, père de Anne, décédé en septembre 1488, le roi de France Charles VIII, envahit la Bretagne en janvier 1489. Des aides du roi Henri VII d'Angleterre débarquent donc à Morlaix pour aider la duchesse Anne en 1489 et elle se marie par procuration avec Maximilien d'Autriche en décembre 1490 à Rennes. Formation d'un axe Angleterre, Habsbourg, Aragon, Castille contre la France. Mais finalement, Anne sera 2 fois reine de France en épousant Charles VIII en décembre 1491, puis Louis XII, son fils, en janvier 1499. Lors d'un tour de Bretagne qui différerait du trouveray du pèlerinage traditionnel, la duchesse reine de France Anne s'arrête à Morlaix et descend au couvent des Jacobins à l'été 1505, sûrement aux alentours du 4 au 5 septembre. Elle lève au couvent car le château doit être en réparation. Alors que la reine Anne fait son tour de Bretagne et remonte par le sud depuis Brest, la municipalité de Morlaix prépare l'entrée solennelle de la jeune reine. Cette entrée doit être l'occasion de somptueuses festivités. La ville organise alors l'édification d'un gigantesque arbre généalogique vivant. Des figures représentant la généalogie ancestrale et parfois mythique de la duchesse reine. Au point culminant de cet arbre de Gésée, une femme incarnant la souveraine trônait. Cet arbre proclamait l'union entre le duché millénaire et le royaume de France, arborant des lys et des amis, ce qui, d'après certains contemporains, ne manqua pas d'émouvoir la jeune femme. Elle aurait fait célébrer le mariage ou les fiançailles de Jean de Laval et Françoise de Foix-Lautrec, une parente. La mère d'Anne était Marguerite de Foix-Navarre. À l'occasion, on offrait à la duchesse une hermine avec un collier de perles, amour une brousse de l'animal, offrait la reine. Pierre de Rohan s'adresse à la reine en ces mots. « Que craignez-vous, madame ? Ce sont vos armes. » Le roi François Ier, gendre de la duchesse reine Anne, rendra également visite à la ville le 15 septembre 1518. En 1520, à la suite du lécher de la rencontre du camp du Drap d'Or, les relations entre les royaumes de France et d'Angleterre se dégradent et débouchent sur un rapprochement de cette dernière avec l'Espagne de Charles Quint. Ainsi, en 1522, une flotte anglaise attaque Cherbourg puis se dirige vers Morlaix, où elle arrive début juillet. Le jour de l'attaque est choisi en fonction de la foire de Guingamp. Ainsi, tous les notables, mais surtout les soldats, sont absents, laissant la ville sans défense. Une flotte de 60 navires, prévenue par un certain Larticle, le nom du capitaine de Morlaix, s'approche de la côte et débarque plusieurs centaines d'hommes déguisés en marchands pour ne pas éveiller la curiosité. Et la suite de cette histoire dans la vidéo dédiée qui arrive bientôt sur la chaîne. Au début du XVIe siècle, autour de Morlaix, aussi bien en Léon qu'en Trégor, l'essor de la fabrication et de la vente d'écriers, toiles de lin fort appréciées, notamment des Anglais, permit aux marchands morlaisiens de bâtir des fortunes colossales et facilita l'essor de construction d'églises de style beaunois noir, surtout définies par une façade à tour à court clocher ouvert, accolé d'une tourelle, et par un pignon à cheveux multiples. De nombreux édifices religieux sont alors construits. La première église de Saint-Mélène est posée en 1489, l'église Saint-Martin est achevée en 1514. La reconstruction de l'église Saint-Matthieu, commencée en 1498, s'achève en 1593. L'église du couvent des Cordeliers à Curburien est achevée en 1530. Les grands marchands morlaisiens construisirent dans la Grand Rue des maisons à pans de bois, à façade étroite, en raison d'un parcellaire laniéré dû au plan de lotissement établi pour la reconstruction après l'incendie de 1522. De hautes maisons à pignon sur rue avec une entrée couleur latérale, une boutique, une arrière-salle en enfilade, puis une cour, et dans l'étroite parcelle, un second logis. Pour faire communiquer le tout, un jeu de passages latéraux dans la cour et un escalier à vis qui les commande dans un angle. L'escalier a un noyau central qui fait une seule pièce, 10 à 12 mètres, que riment à chaque niveau des statues de la Vierge ou des saints d'excellente facture. Une dizaine de maisons à pont de bois possédant ou ayant possédé un escalier à pont d'allée sont encore recensées de nos jours à Morlaix.
Elles étaient plus nombreuses à l'époque, beaucoup ayant été détruites par la suite, dont la maison du 9 Grand-Rue qui sert de musée et celle dite de la Duchesse Anne, bâtie vers 1530, sont de beaux exemples de ces maisons dites à pont d'Alès. Le 15e au 17e siècle, Morlaix écrit l'une des pages les plus originales de l'histoire patrimoniale européenne en inventant un nouveau concept d'habitat. La maison à Pont d'Alès, véritable manoir urbain destiné à accueillir les marchands étrangers venant acheter des toiles locales dénommées créées. Ces maisons sont remarquables par leur escalier en bois sculpté, leur galerie donnant sur un vaste volume ouvert du rez-de-chaussée à la toiture, chauffé par une cheminée monumentale. D'autres constructions originales, comme celle du quartier des Lances, sont composées d'un alignement de maisons à porche. La plupart des marchands de Morlaix, constructeurs de ces maisons, appartiennent à la noblesse dormante, ce qui explique la présence d'écussons vierges en attente d'être gravés dans de nombreuses maisons à Pont d'Alès. Parmi eux, souvent issus de familles nobles de petite et moyenne extraction, Bernard Le Bihan, Hervé de Portsmouguer, François et Jean de Quélenec, Nicolas Couetanlem, Pierre Lonoré, Jean de Kergus, etc. Ces maisons servent surtout à recevoir les marchands étrangers, leurs propriétaires préférant habiter dans des manoirs situés dans la campagne, proches comme ceux de Kervézénec en Garland, François Roland, de Coët-Serrault, de Sussigny, de Amploujean, de Pénin-Vernon, Plourin, de Kervernon, Guimarães, etc. Le 12 mars 1534, pendant la messe à l'église de Saint-Mélène, Alain Guézenec, un protestant, arracha le corps de Jésus-Christ, une hostie des mains du prêtre, la jeta par terre et la foula aux pieds, pour lequel crime il fut brûlé vif. Fallait pas être contre les catholiques. Hein. Par lettre patente du roi Charles IX, Morlaix est autorisé à lire un corps de ville avec un maire en 1561. Après avoir débarqué à Roscoff, Marie Stuart fait une entrée triomphale à Morlaix en 1548. Après avoir assisté à un Te-Deum en la collégiale Notre-Dame du Mur, Marie Stuart se rend au couvent où elle loge. Le pont-levis qu'elle emprunte s'écroule sous le poids du carrosse et des chevaliers écossais. Le duc de Mercœur vient en 1583 à Morlaix pour recevoir des bourgeois l'hommage au roi. Après l'assassinat du second duc de Guise, Mercœur se sépare du roi Henri IV, proclamant la Sainte Union et s'allie à le gouverneur de la ville, Alexandre de Kergariou, qui avait été nommé à ce poste par le roi Henri III le 18 juillet 1586. Les ligueurs y règnent en maître, mais la ville ne soutient pas les ligueurs qui se retrouvent obligés de prendre le château à la vue du renfort militaire français. Le maréchal de Mont vient alors en 1594 assiège le château. Il fera porter sur la tour Saint-Mathieu des canons pour attaquer le château. Avant de la communauté des orfèvres de Morlaix ouvre alors les portes pour faire entrer les soldats, évitant la destruction de la ville. C'est sous Pierre de Boiséon, gouverneur de Brest au début du XVIIe siècle, que commence la démolition du château. Les remparts laissés à l'abandon au cours de ces mêmes siècles disparaissent progressivement. La démolition des portes de la ville est décidée le 14 mars 1687. Du XVIIe au XVIIIe siècle, après les guerres de religion, Morlaix profite pleinement de l'apogée du commerce de la toile de lin et crée de Lyon notamment au XVIIe siècle. L'apogée se situant vers 1680 avec une production annuelle d'environ 66 000 pièces avant de diminuer ensuite. La ville est principal port d'export des toiles de lin de Basse-Bretagne vers l'Angleterre et de nombreux marchands britanniques s'installent sur ses quais. Il exporte aussi du papier, produit également dans son arrière-pays et importe principalement du vin. Charles Colbert de Croissy écrit en 1665. Le commerce de la dite ville est assez considérable et se fait tant des vins qu'il tient de Gascogne et d'autres lieux pour l'éloge de la consommation du pays, plus le commerce des cuirs qui s'apprête et se débite dans les pays, comme aussi le commerce de chevaux et enfin celui des toiles qui est le plus considérable. En raison des difficultés de navigation sur le Dos-Seine, le trafic a déjà tendance à migrer en direction de César-Lamport, Saint-Paul-de-Lyon et surtout Roscoff. À partir de 1620 environ, les nobles marchands de Morlaix ne construisent plus de maisons à Pont d'Alès, mais des maisons en pierre à façade rideau. Une vingtaine subsistent notamment rue Longue de Bourret et place des Otages, ainsi que des hôtels particuliers totalement en pierre comme la maison Penano et l'hôtel de François Duparc construit en schiste bleu et granit. Les bourgeois de la ville ne manquaient pas une occasion de s'amuser, comme à l'arrivée le lundi 10 novembre 1624 du duc de Vendôme, fils d'Henri IV et de Gabrielle d'Esré. En 1675, les bourgeois de Morlaix ont craint d'être attaqués par les paysans de la région de Carhaix pendant la révolte des bonnets rouges, dite la révolte du papier timbré.
La fabrication et commercialisation des toiles de lin atteint un pic vers 1687, avant que cette industrie ne décline, notamment du fait que les clients anglais dessertent les quais de la ville lors des guerres de Louis XIV. Morlaix est une ville d'orfèvres. En 1754, il s'agit de la plus importante communauté d'orfèvres de Bretagne. Jean Grahan, François Lapoux, père puis fils, Guillaume Desbois, Guillaume Floch, Thomas Maillard, Claude Barguillot veuf ou Jean-Pierre Le Goff ont été identifiés comme ayant fabriqué des pièces présentes dans le trésor de Saint-Jean-du-Loir ou le trésor de Locarno. Pendant la première moitié du XVIIIe, Morlaix vit sa prospérité renaître après la guerre de succession d'Espagne. La longue paix qui donna le ministère du cardinal Fleury permit à Morlaix de tisser des liens avec des pays étrangers. Pourtant, la misère reste grande pour le peuple. Après la guerre de 7 ans, le commerce et le travail règnent à nouveau, mais le port de Morlaix entre progressivement en décadence. Les navires, dont le tonnage augmente, ne peuvent plus remonter la rivière de Morlaix, et son arrière-pays est durement touché par la crise de l'industrie des toiles en raison des mesures de rétorsion anglaise à la politique mercantiliste menée alors par la France. Inspirée du colbertisme, de 46 000 pièces en 1742, le nombre d'arrivées de créés à Morlaix destinées à être exportées passe à 20 500 pièces en 1788. La crise touchant principalement les paroisses toilières les plus éloignées de Morlaix comme Sizun. En mars 1772, le subdélégué de Morlaix écrit « Quoique l'expérience ait assez prouvé que la maladie qui règne, il s'agit semble-t-il de la fièvre typhoïde, l'usage de vin et de l'eau de vie donner la mort ou éloigner la guérison, il n'est presque pas possible d'engager les paysans à s'en abstenir. » Selon Jacques Cambry, sur 50 moulins à papier établis dans le Finistère, il y en avait 45 près de Morlaix. Leurs produits se vendaient avant 1790 en grande partie dans la Hollande et dans le Portugal. Il n'y a à présent plus que 25 moulins dans le district. La semi-chaussée de Morlaix comprenait les paroisses de Morlaix ainsi que celles de Plougonvin, y compris ses trèves de Lannéanou et Sainte-Eutrope, Plourin, Ploujon, Plounérin, Plougnot, Le Pontou, Plougadmoisan et en partie Garland, ainsi probablement de Plouzé-Lambre et Saint-Michel-en-Grève. Au début de la Révolution française, des sociétés des Amis de la Constitution ou populaire se créent partout. Armand-Joseph du Bernard, ancien député au tiers à Rennes et maire de Morlaix, est le cofondateur du premier club jacobin de Bretagne en 1790, avec Jean-Jacques Boistard de La Touche. Morlaix devient chef-lieu de district. En avril 1791, la fermeture de la manufacture de tabac de Morlaix en raison de la politique de libéralisme économique, alors décidé entre révolte des ouvriers licenciés énergiquement réprimés par la garde nationale. Entre juin et décembre 1792, Morlaix, dirigé par Jean-Nicolas Baudier, est favorable aux montagnards. 76 suspects sont arrêtés, selon des personnalités patriotes, pourtant reconnues comme l'ancien député de Morlaix aux États généraux, Mazurier de Pénanec. Au XIXe siècle, la destruction d'une partie du patrimoine morlaisien. Naguère, on citait l'église Notre-Dame-du-Mur à Morlaix comme l'une des merveilles de Bretagne. Son clocher avec sa flèche de pierre rivalisant avec celui du Cresquer, a écrit Prosper Mérimée. La nef et le chevet de l'église Notre-Dame-du-Mur, laquelle avait été transformée en temple de la raison pendant la Révolution française, fut fondue en 1805 afin de servir de carrière de pierre. Les travaux de démolition entraînèrent l'effondrement de la tour du clocher l'année suivante. Les halles en bois, qui dataient initialement du Moyen-Âge, même si elles avaient été reconstruites sous le règne de Charles IX, furent démolies en 1865, remplacées par des halles métalliques, elles-mêmes démolies en 1771, remplacées par un parking, actuel place à l'Ende. Pendant la seconde moitié du XIXe siècle, la plupart des maisons à pans de bois de Morlaix sont détruites. Certains éléments de leur patrimoine sont victimes de l'hégénisme, comme l'escalier à pont d'Alès du 14 Grand Rue, remonté d'abord dans une boutique de dinars, avant d'être racheté par le musée d'art Saint-Louis au sud du 15 Grand Rue, racheté par un marchand d'art anglais qui en fit don au Victoria and Albert Museum. La démolition de certaines maisons du patrimoine morlaisien se poursuit pendant la première moitié du XXe siècle, provoquant un véritable désastre patrimonial. Le viaduc de Morlaix voit sa première pierre posée le 21 juillet 1861. Sa construction se finit en 1864. La libération des maisons nécessaires à sa construction entraîne la démolition de la plupart des maisons à pont d'Alès et à porche, maisons sur pilotis et de 3 ou 4 étages, situées le long du port. Du quartier de Lens, les maisons subsistantes étant démolies entre 1880 et 1907. La dernière fut détruite en 1969.
Les autres faits du XIXe siècle, entre l'épidémie de choléra de 1832 qui fit de nombreuses victimes à Morlaix, dont le maire Gustave Rivollon, la ville fut la plus touchée du Finistère avec 70 cas pour 1000 habitants, 65 des victimes furent des femmes. La compagnie des paquebots à vapeur du Finistère est créée en 1839 par Édouard Corbière et quelques amis. Le voyage inaugural du Le Morlaisien, un bateau en bois muni d'une roue à aube, eut lieu le 10 juillet 1839. Assurant la liaison entre Le Havre et Morlaix et exportant des produits alimentaires, cette compagnie achemina aussi vers le Havre-Rouen et l'agglomération parisienne de nombreux émigrés léonards et trégorois, au bord du Le Morlaisien puis du Finistère, à partir de 1867 du port de Morlaix. Édouard Corbière fut l'un des administrateurs puis directeur jusqu'à sa mort. Sa ligne maritime Morlaix-Le Havre subsista jusqu'en 1907, année de sa fermeture en raison de la concurrence du rail. Charles de Gauffig décrit la vie difficile des immigrés bretons du Havre dans son roman La Payse. Le pourcentage de conscrits illettrés à Morlaix entre 1858 et 1867 est de 32%. La 3e compagnie Morlaix du 4e bataillon de mobiles du Finistère participa le 29 novembre 1870 au combat de l'Ay lors du siège de Paris pendant la guerre franco-allemande de 1870. Yann Combeau, qui avait assassiné le 21 mai 1882 Françoise Jaffré et sa fille Jeanne Tanguy, condamnée à mort, sa grâce refusée et piétonnée à Morlaix, place Saint-Nicolas, en 1893. Ce fut la dernière exécution qui eut lieu à Morlaix. Une guerre fut posée en cette circonstance. Le XXe siècle est la belle époque. En 1883, Ferdinand Foch achète le manor de Train en Fontenay, qui restera propriété de la famille Foch jusqu'en 1981. Pendant la Première Guerre mondiale, 602 Morlaisiens sont morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale. Leur liste peut être consultée sur un site internet que je vais essayer de vous mettre en description. Un tableau commémoratif placé dans l'église Sainte-Madeleine indique 79 morts pour la France pour cette paroisse de Morlaix. Pendant l'entre-deux-guerres, il y a les foires de Morlaix. Le samedi avait lieu la foire de Morlaix, les porcs se rassemblant dans le quartier du Marala à la fin de colline. Les cagiers de porcelaine s'alignent, surveillés par des vendeuses dont les origines étaient indiquées par la coiffe qu'elles portaient. Sur l'autre versant de la colline avait lieu la foire aux chevaux, une des plus importantes de Bretagne. Des milliers de bêtes se retrouvaient à la foire haute, foire Henner, en breton, ainsi appelée à cause de sa situation dominant la ville. À cette foire d'octobre, on venait de tout le département. Les chevaux s'y vendaient par milliers. Durant la Seconde Guerre mondiale, Morlaix fut bombardé par l'armée britannique et américaine. Leur objectif principal était le viaduc ferroviaire dans le but de couper les communications ferroviaires avec Brest. Le 29 janvier 1943, bombardement par la Royal Air Force. Donc, l'objectif était le viaduc ferroviaire, mais celui-ci est peu touché. Une arche partiellement détruite et vite réparée par les Allemands. Le bombardement fait 67 victimes civiles, dont 39 enfants de 4 à 7 ans de l'école maternelle Notre-Dame-des-Anges, ainsi que leur enseignante, Sœur Saint-Cyr-Laurent, 30 ans. Ils font aussi 34 blessés et 7 disparus. Dans la nuit du 20 au 21 mars 1943, 3 alertes aériennes sonnent sur Morlaix. De nombreuses bombes, dont 4 retrouvées non explosées près du viaduc, et 2 autres sur une place de la ville. Pas de victimes. Un train de marchandises est mitraillé par la Royal Air Force entre Morlaix et Plouigneau. La même nuit, 3 bombes sont lancées sur le viaduc ferroviaire du Pontoux. Des avions de la Royal Air Force bombardent à nouveau Morlaix le 25 mars. 7 juin 1943, plusieurs mitraillages de trains dans la région de Morlaix. Un train de marchandises se dirigeant vers Roscoff et un autre sur Brest. Un autre train mitraillé à Plouigneau et une locomotive au Lopier en gare de Landivisiau. 24 juin 1943, une bombe tombe sur le château de Carenroux en Poujon. Le 28 juin 1943, vers 18h30, le terrain d'aviation de Morlaix est bombardé. Des bombes tombent aux alentours, dont 2 dans le village de Pencréart en Poujon. 2 morts, une petite fille de 6 ans et une demoiselle, donc une femme non mariée de 79 ans, et d'autres près du château de Carenroux. Le 6 août 1943, un train de permissionnaires allemands est mitraillé entre Morlaix et Plouigneau par un avion anglais, mais l'appareil s'écrase après avoir heurté un poteau télégraphique. Le pilote est décédé. 28 septembre 1943, un appareil allemand est abattu en flammes au-dessus de Morlaix et s'écrase au lieu-dit de Kerjois, faisant 3 morts. Le 9 octobre 1943,
Bombardement du terrain d'aviation de Ploujon, qui reviendra plus tard dans l'histoire de Morlaix, avec une triste histoire. 5 Français tués et 5 blessés. 12 novembre 43, mitraillage d'un train de marchandises se dirigeant vers Brest en gare de Pleuve-Christ. 24 décembre 43, jour qui va cristalliser le destin de certains Morlaisiens, surtout les résistants. Bombardement du terrain d'aviation de Ploujon. Une bombe tombe sur le village de Kervézelec. Et il y a notamment l'incendie du foyer des soldats. On y reviendra plus tard. 15 janvier 44. 3 avions anglais tombent sur Morlaix lors d'une opération de bombardement. 15 février 44, 3 avions alliés sont détruits dans les environs de Morlaix alors qu'ils survolaient la ville à basse altitude. L'un s'écrase à Pipi-Bol, en Ploujon, détruisant une maison. À Louton, à Quad-Monkey, en Ploujon, sans faire de dégâts. Le troisième avec Kerguzon, pleurant les Morlaix, pas de victimes civiles. 19 mai 44, bombardement de Lambert. Une ferme située à Saint-Fiacre, tout près de Morlaix, est également touchée. 1er juin 44, mitraillage à Morlaix du train Morlaix-Roscoff par 4 appareils britanniques. La locomotive est hors d'usage, le mécanicien et le chauffeur sont blessés. Nous voilà donc à la page la plus sombre de l'histoire de la résistance de Morlaix et de la cohabitation presque impossible avec les Allemands. La résistance et les otages de Morlaix et sa région, en décembre 40, 16 jeunes du pays de Morlaix partent du Dourduf dans l'intention de rejoindre Londres, mais la tempête provoque l'échouage de leur bateau à Guernesey, alors occupé par les Allemands. Ils sont arrêtés. L'un d'entre eux, Françoise Cornette de Penn-en-Train en Ploujon, est fusillé. Les autres déportés, 7 meurent en déportation. En novembre 41, 13 résistants attendent à Ploujon sur les rives de la rivière de Morlaix un bateau pour se rendre en Angleterre, sont arrêtés et déportés. 5 de Tron décèdent en déportation. À Morlaix, la Gestapo, donc c'est la police d'État nationale allemande à l'époque, et notamment le lieutenant Schmitt, commis de nombreuses atrocités dans les locaux situés quai du Lion. En septembre et octobre 43, l'imprimeur Louis Bouclé de Morlaix imprime clandestinement les 2 premiers numéros du journal La France combattante des Côtes du Nord, dirigé par l'instituteur Jean de Vienne dit François, publié par le principal mouvement de résistance des Côtes du Nord, le Front National, créé par le Parti communiste français, alors clandestin, en mai 41. Le livre de Daniel Repars, 39-45, qui l'ont vécu. De l'action clandestine au combat des 30 de Morlaix à Lorient présente la résistance à Morlaix dans sa région pendant la Seconde Guerre mondiale. Le maquis FTP de Saint-Laurent en Plouguet-Guérand, organisé par Pierre Lagadou dit Jules et André Lamenne dit Victor, se développe à partir de printemps 43 sur un site boisé et encaissé de la vallée du Douron, autour initialement de la ferme de Côte-Chanu. Les résistants recrutent des réfractaires du STO, donc le service de travail obligatoire, mis en place à cette époque-là par, il me semble, de mémoire, le régime de Vichy, et en collaboration avec l'Allemagne, n'est-ce pas, et organise des parachutages. Un autre maquis FTP nommé Warzao s'est développé à Plessin-les-Grèves, plastiquant notamment 2 cafés fréquentés par les troupes allemandes le 1er mai 44 dans le bourg de Plessin-les-Grèves. En représailles, les Allemands bombardent l'église de Plestin-les-Grèves. Un autre réseau de maquis FFI dirigé par Dr Léon Lejeune, alias Commandant Noël, coopérant avec François Tanguy-Préjean, alias Jacques Lerue, maire évoqué de Saint-Jean-du-Doigt à sa base à Quer-à-Bars, en Plouguet-Guérand. Jeanne Bouec, originaire de Plessin-les-Grèves, est surnommée la plessiqueuse à bicyclette. Le réseau VAR à Guimaec, formé d'agents britanniques du SOE, Special Operation Executive, des frères et sœurs Alice, Germaine, Raymond et Yvonne Jacob, qui tenaient un café à Guimaec d'Aristide Sicot, originaire de Saint-Cast, où ce dernier avait initialement organisé une filière d'évasion pour les aviateurs alliés sur repli sur Began-Free à Guimaec à partir de janvier 44. Avec la complicité d'un forgeron de Plounou, Thomas qui accueille les aviateurs depuis la gare locale et un négociant en vin, Barazer qui les transporte, le réseau vert parvint à recevoir 27 agents alliés et à en faire embarquer 55 personnes, principalement des aviateurs alliés, depuis Began-Free. À Carantec, le réseau Sibiril, membre du réseau un renseignement militaire alliance permit de l'évasion vers l'Angleterre de 152 personnes à bord de 15 bateaux. Parmi ces membres, le docteur Jean Leduc, qui fut par la suite maire de Morlaix jusqu'en 1971, est député ainsi que son épouse. 7 lycéens du lycée de Morlaix, âgés de 17 ou 18 ans, formèrent un groupe de résistants au printemps 43, organisé par Émile Guégan et Gildas de Brie Gilles. Parmi ces membres, Louis Gourville, Marcel Lejeune, fils de l'adjudant Lejeune, mort en déportation.
Claude Desprez et Michel Lebars. Ce groupe, Gilles, participe à diverses actions de résistance au cloître Saint-Égonec et à Plorin-les-Morlaix. Ses membres rejoignirent le maquis et féfis de Saint-Laurent en Guet-Garang, incorporant le bataillon Ornano, dirigé par Édouard Lebeurier, décédé en 1986, et participèrent à la libération de Morlaix le 8 août 1944. Le 23 décembre 1943, Jean Thébault, membre de l'organisation spéciale, qui dépend du Parti communiste alors clandestin, lance une grenade depuis la rue Gambetta sur le Soldatenheim, le fameux foyer du soldat allemand de Morlaix, faisant 17 blessés, des soldats allemands et quelques Bretons qui leur tenaient compagnie. J'imagine pas par pur plaisir. Le 26 décembre 1943, en représailles, les Allemands arrêtent lors d'une rafle 400 morts les uns rassemblés sur la place Thiers et en retiennent 60. Le plus âgé, Louis Noël, a 34 ans, le plus jeune, Georges Cahin, n'a même pas 16 ans. Et je dois vous avouer que il paraîtrait que j'ai un arrière-grand-oncle qui a fait partie de ces 60 otages et qui est décédé en déportation en 1944. Ils sont d'abord parqués au camp d'aviation de Ploujean, puis via Compiègne, déportés à Buchenwald. Certains menés ensuite à Flossenburg, à Dora, à Mittelbau ou d'autres camps de concentration. 34 d'entre eux meurent dans les camps et 2 peu après leur retour. Une place des otages à Morlaix commémore le souvenir. Un des survivants, Louis Legros, né en 1916, décédé en 1994, a dessiné sur place quelques croquis qu'il a peints beaucoup plus tard et qui ont été déposés par son fils au musée des Beaux-Arts de Morlaix. Le groupe Justice, un maquis FTP dirigé à l'été 1944 par Eugène Leluc, actif dans les monts d'Arrée, principalement entre Brennes et Cécisin, et le sud du pays de Morlaix, récupérant des armes, attaquant des convois allemands, et dans les réfractaires du STO, cache une famille juive à Saint-Sauveur pendant la Seconde Guerre mondiale. La libération de Morlaix. Donc Morlaix est libéré le 8 août 1944 par les troupes américaines venues du Côte du Nord, en passant par le Pontou, où des maquisards avaient mitraillé des troupes allemandes les 4 et 5 août 1944 par la RN12 afin de faciliter l'avancée de l'armée. La Task Force A, composée notamment du 17e cavalerie et du 1st Engineer Company, attaqua la garnison allemande de la ville. Environ 3500 hommes de la 266e division d'infanterie allemande vers 16h45. La résistance allemande cessa entre minuit 30 et 550 soldats furent faits prisonniers. Les ponts de Morlaix étaient restés intacts. 9 cheminots morlaisiens ont été tués à la suite des faits de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai appris qu'en la fin octobre 1944, il y avait des tirailleurs coloniaux parqués à Morlaix. Ils étaient 2000 soldats africains, principalement des tirailleurs sénégalais qui ont participé à la guerre dans les rangs de l'armée française, avaient été faits prisonniers par les Allemands au début de la Seconde Guerre mondiale. Ils sont transférés à Morlaix dans le but de les rapatrier. Ils sont logés dans un cantonnement de la rue de Calac, ainsi qu'à la corderie de la Madeleine. Beaucoup sont d'anciens prisonniers malades ou sous-alimentés. Au moment d'embarquer pour le Sénégal sur le navire anglais Circassia du 4 novembre 1944, 315 d'entre eux refusent d'embarquer en raison d'arriérés de soldes impayés. Ils dorment dans la rue ou chez l'habitant. Le 11 novembre, ils sont violemment expulsés de la ville et transférés de force à Trévé. Ils sont ensuite transférés à un Guingamp où ils restent jusqu'en janvier. Ceux qui sont partis sur le Circassia furent internés dans le camp de Tiatori, près de Dakar. Une partie se rebella. Au moins 35 furent tués et une trentaine furent emprisonnés avant d'être amnistiés en 1946. Je trouve ça triste quand même de les virer alors qu'ils ont quand même combattu avec la France. Alors, l'après-Seconde Guerre mondiale se voit surtout connue pour les manifestations d'agriculteurs en 61. Dans le cadre des manifestations de juin 61 en Bretagne, la tête du CDGA, Centre départemental des jeunes agriculteurs du Finistère, Alexis Gourvenec, aussi président de la SICA de Saint-Paul-de-Long, organise avec Marcel Léon, en raison de difficultés que rencontrent les agriculteurs de la Ceinture Dorée, l'occupation de la sous-préfecture de Morlaix par 2000 agriculteurs le 8 juin 61. Les 2 leaders sont arrêtés et incarcérés, ce qui provoque une manifestation monstre à Morlaix de 6000 agriculteurs le jour de leur procès, le 22 juin. Devant le tribunal de Morlaix. Les juges prononcent leur relax, ce qui entraîne leur libération à la sortie du palais de justice. Ils sont portés en triomphe par la foule. Le 19 décembre 66, une manifestation des aviculteurs bretons dégénère à des actes de violence ravagent le centre-ville de Morlaix. Le journal Le Télégramme de Brest et de l'Ouest
Titre ce jour-là, des scènes de violence à Morlaix. La manifestation organisée par les apiculteurs bretons à Morlaix a débuté par un rassemblement imposant. Un embouteillage monstre au centre de la ville et s'est terminé après un meeting oral par des actes de violence autour de l'hôtel de ville où des bureaux ont été saccagés, des vitres brisées. Une voiture de police fut incendiée près du commissariat devant la porte duquel des manifestants stationnent. En 95, il y a l'incendie de la manufacture. Le 19 octobre 95, la Manu est ravagée par un feu. Un violent incendie s'est déclaré vers 18h30 hier soir à la manufacture des tabacs de Morlaix. En 2 heures, la Manu a été en partie détruite par le feu et 2 pompiers, un de Morlaix et un autre de l'Andivisio, ont été blessés. Il semble que le feu ait pris sous le toit, dans un endroit où des ouvriers effectuaient des travaux. Très rapidement, les hautes flammes ont alors dévasté le bâtiment arrière dont la toiture s'est effondrée, ainsi que qu'une des ailes. 10 casernes de pompiers ont été appelées sur les lieux et c'est vers 20h30 que l'incendie a été maîtrisé. Durant le XXIe siècle, les incendies des bâtiments de la MSA des impôts 2014. C'est au cours d'une action d'envergure liée à la crise de la production légumière, les bâtiments de la MSA et des impôts sont incendiés dans la nuit du 19 au 20 septembre 2014. Le legs d'Angèle Mariage en 2017. Angèle Mariage a légué lors de son décès survenu à Caen en 2017 1 million d'euros à la ville de Morlaix. Comme elle souhaitait que cet argent serve à un projet culturel, la ville a réhabilité un emplacement tombé en désuétude pour en faire un tiers-lieu culturel, la virgule, qui est ouvert à tous. Et voilà, c'est fini pour l'histoire de Morlaix. Donc j'espère que cette vidéo, finalement faite en une seule partie, vous aura plu et que vous en avez appris beaucoup sur cette ville. Et j'espère que je vous ai donné envie d'aller la visiter. En attendant, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera la bataille de Morlaix en 1522.